Est-ce que vous avez déjà essayé les géonodes dans Blender sans rien comprendre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les utiliser facilement pour transformer ça en ça. Je vous explique comment faire, mais aussi pourquoi on le fait, étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, je peux vous garantir que vous n'aurez plus peur des géonodes et que vous aussi, vous mettrez des particules partout dans vos rendus. Petit disclaimer avant de commencer, même si ce tutoriel reste accessible aux débutants, il y a quand même quelques prérequis nécessaires à votre survie, à savoir connaître les bases de Blender. Et si vous êtes familier avec la notion de node, ce sera plus facile, même si c'est pas obligatoire. Pour le reste, je vais vous accompagner pas à pas. Alors si vous êtes prêts, sortez vos plus beaux cubes parce que c'est parti! Étape 1. Préparer Blender. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau fichier Blender plutôt que de travailler dans une scène déjà existante. Parce qu'avec un nouveau fichier, ce sera plus facile de le retrouver quand vous voudrez intégrer vos particules à vos différents projets. Je tiens à préciser dès maintenant que je suis sous Blender 4.0 en anglais, donc si vous travaillez sous une autre version, il se peut que vous ayez des différences au niveau de l'interface. Donc, dans cette nouvelle scène, on va commencer par supprimer la lumière et la caméra puisqu'on n'en aura pas besoin. Et on va venir renommer la collection existante que je vais personnellement appeler particules. Mais vous pouvez l'appeler chaussette si ça vous chante, même si c'est hors contexte. De toute façon, personne ne vous jugera. Sélectionnez le cube par défaut et... non, éloignez tout de suite votre doigt de la touche supprimer. Ici, on est des gens bien et on garde les cubes par défaut. Donc, on prend notre cube par défaut et on vient lui aussi le renommer. Et pourquoi on fait ça? Encore une fois, pour que ce soit plus facile quand on voudra réutiliser les particules ailleurs. Étape 2. Création d'une géonode. Maintenant qu'on est bien installé dans Blender, on va pouvoir créer une nouvelle géonode. Et si rien que l'évocation de ce mot vous fait paniquer, respirez un bon coup parce que je vous rassure, tout va bien se passer. Quand on ouvre Blender, par défaut, on est dans l'onglet Layout. Mais comme ici on veut utiliser les géonodes, il va nous falloir aller dans l'onglet Géonodes. Vous pouvez constater quelques changements dans l'interface et notamment l'apparition d'un tableau avec plein de données qui retranscrivent tout ce qui se passe dans notre viewport, notamment à quel type d'objet on a affaire et quelles sont ses coordonnées dans l'espace, etc., etc. Mais on va pas plus s'attarder là-dessus et on va se concentrer sur ce qui se passe dans le viewport et dans l'éditeur. Une fois que vous êtes là, vous allez appuyer sur New pour créer une nouvelle géonode qui va s'appliquer au dernier mesh sélectionné même s'il n'est plus sélectionné. Vous avez dû voir apparaître deux nodes dans l'éditeur et si c'est pas le cas, c'est peut-être que l'affichage de votre éditeur est décentré. Et pour le recentrer, il suffit d'appuyer sur la touche début de votre clavier et bam, elles sont là. Et maintenant, vous pouvez renommer la géonode comme bon vous semble. Ici aussi, je l'appelle particule pour rester cohérente, mais ceux qui ont choisi chaussette peuvent bien évidemment rester là-dessus. Et maintenant, si vous regardez à droite, vous pouvez voir un modifier relatif à votre cube qui est apparu et qui porte le nom de votre géonode. Félicitations, ça veut dire que votre géonode est bien appliquée au cube et on va pouvoir passer à la suite. Étape 3, transformer le cube en nuage de points. Ce qu'on veut maintenant, c'est transformer notre cube en particules, c'est-à-dire en un groupe de points. Vous voyez ces deux nodes là? La première, Group Input, correspond aux données de départ que Blender possède sur votre objet. Dans notre cas, ça lui permet de savoir que c'est un cube. La seconde, Group Output, permet de rendre cette donnée visible dans le viewport et donc c'est ce qui va faire qu'on va voir le cube s'afficher à l'écran. Et si on veut transformer notre cube en particules, on va devoir ajouter des trucs entre ces deux nodes pour dire à Blender « Eh, en fait, ce que je veux, moi, c'est des particules, et pas un cube. » Vous voyez le truc? Pour ajouter une nouvelle node, on clique sur Add. Et si on connaît déjà le nom de la node qu'on veut utiliser, on peut commencer à le taper et Blender va nous faire des propositions parmi lesquelles on n'aura plus qu'à choisir. Mais nous, on va explorer les catégories du menu déroulant. Et comme ce qu'on veut, c'est transformer notre cube en point, on choisit point. Et là, on a le choix. On pourrait utiliser la node Distribute Points on Faces qui va venir transformer les faces de notre cube en un nuage de points, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi que l'intérieur du cube soit transformé en nuage de points, parce qu'on veut des particules partout. Et pour ça, on doit utiliser la node Distribute Points in Volume qu'on vient faire glisser entre nos deux nodes de départ. Et là, on a un problème. Notre cube a disparu. Alors, pourquoi ça fait ça et comment on fait pour résoudre le problème? Ce qui se passe en fait, c'est que cette node est prévue pour fonctionner sur un volume. Et ça, on le sait déjà de par son nom, mais aussi de par le type de connexion attendu par Blender qui appelle clairement un volume. Sauf que nous, notre cube de départ, c'est un mesh, c'est pas un volume.
ce qui fait que Blender est incapable d'interpréter le résultat. D'ailleurs, il nous dit clairement quel est son problème si on va sur le petit i qui apparaît en haut de la node. Bon ok, c'est cool, mais du coup, comment on fait? Eh bien là, on va devoir venir dire à Blender que notre mesh, en fait, c'est un volume. Et pour ça, on va devoir aller chercher une nouvelle node qui se trouve dans Mesh, puisqu'on démarre avec un mesh. Puis dans le menu Opération, on cherche la node Mesh to Volume, qui va servir à convertir notre mesh en volume. On la place juste avant la node Distribute Point on Volume, et normalement, vous devriez voir apparaître des points à la place de votre cube dans le viewport. Magnifique, n'est-ce pas? Sauf que ce que vous voyez apparaître, en fait, ce ne sont pas des particules. C'est simplement la conversion de votre cube en nuage de points, mais ça ne veut pas dire pour autant que les points existent réellement. C'est un peu comme si Blender vous montrait simplement l'endroit où vous pouvez placer des trucs, mais en fait, ce sont des emplacements vides, et si vous voulez voir quelque chose apparaître dans votre rendu, vous allez devoir remplir ces emplacements. Étape 4, transformer le nuage de points en particules. Si on veut arriver à quelque chose, il va falloir dire à Blender qu'on veut que les points soient des particules. Et pour ça, il faut lui dire qu'à la place de chaque emplacement vide, que pour chaque point du nuage de points, on veut qu'il place ce qu'on appelle une instance. Et pour ça, on va utiliser la node Instance on Point. Et encore une fois, vous voyez que plus rien ne s'affiche. Et encore une fois, c'est normal. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a demandé à Blender de remplir les cases vides, de remplacer les points du nuage avec quelque chose, avec des instances, mais on lui a pas dit de quelle instance il s'agissait. Et donc, comme il sait pas, il remplit ça avec du vide. Bon, dans notre cas, comme on veut des petites particules rondes, on va demander à Blender de venir remplir les instances vides avec une sphère. Et l'avantage avec les géonodes, c'est qu'on n'a pas besoin d'ajouter une vraie sphère, puisqu'on va ajouter ce qu'on appelle des primitives. En fait, ce sont les mêmes formes que celles de base qui existent dans Blender, c'est juste que ce sera un peu comme des formes fantômes. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'existence propre dans le viewport, ni dans l'outliner, ce qui fait qu'on ne va pas venir encombrer notre scène pour rien, et ça c'est plutôt cool. Et les primitives, on les trouve dans la catégorie Mesh, et nous on choisit l'isosphère qu'on va brancher sur la connexion Instance. Et ça y est, on voit désormais nos vraies particules apparaître à l'écran. Bon, là elles sont un peu grosses, donc on va venir changer le rayon de l'isosphère pour réduire la taille des particules. Donc à vous de choisir ce que vous avez envie, mais moi je vais rester comme ça. Et maintenant il y a aussi une autre réflexion qu'on peut se faire, c'est qu'il n'y a pas assez de points dans notre nuage de particules. Et pour en rajouter, c'est tout simple. Il suffit de changer la densité sur la node Distribute Point in Volume, et c'est comme si on augmentait le nombre de points de notre nuage de points, et donc le nombre de cases vides que Blender doit remplir avec nos sphères. Alors, vous pouvez aussi venir changer la densité à partir de cette node-là, mais Blender interprète les données différemment, et du coup, il y a plus de chances de faire crasher votre scène, donc c'est à vos risques et périls. Étape 5, ajouter un noise texture. Encore un gros mot à ajouter à notre liste, et si vous n'êtes pas familier avec le noise texture, rapidement, voilà à quoi ça ressemble. C'est en fait une texture de bruit sur laquelle on peut faire différents réglages et qui permet de rendre dynamique la valeur à laquelle on va venir le coupler. En gros, on peut faire varier le motif du bruit et donc la façon dont il interagit avec l'élément auquel il est relié. Mais pourquoi on aurait envie d'utiliser ça? Eh bien parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire varier la position de nos particules et donner un aspect plus organique à notre composition. Parce que pour l'instant, si on se met en vue du dessus, on peut voir que les points sont quand même tous super bien alignés sur les bords, donc ça fait pas très organique, pas très naturel. Et du coup, notre but ça va être de casser cette ligne pour pouvoir avoir des points qui vont aller un peu en dehors, d'autres un peu plus en dedans, et donc casser la frontière initialement définie par le volume de notre cube. Et tout ça, on va le faire grâce au noise texture. Mais avant ça, on va ajouter une node set position. Alors, elle fait quoi cette node? Quand vous avez des instances comme ici, ça va nous permettre d'agir de façon indépendante sur la position de chacune d'entre elles, et c'est grâce à ça qu'il va nous être possible de varier la position de nos particules comme si elles étaient chacune un élément à part entière et pas un seul et même bloc. Et après seulement, on va venir rajouter notre fameux noise texture sur la connexion offset, qu'on pourrait traduire par décalage en français. Et là maintenant, si on reprend la vue du dessus, on peut voir que nos points ne sont plus alignés sur une seule et même ligne, mais que cette ligne est légèrement brisée. Étape 6, régler le noise texture. Bon, maintenant c'est cool, on a mis notre noise texture, et après? Ok, notre ligne elle est plus toute droite puisqu'elle fait ça, mais nous on aimerait bien qu'elle fasse plutôt ça. Et pour faire ça, notre premier réflexe va être de venir changer la scale ici. Sauf que, en fait, ça change pas grand chose. Et c'est normal. Parce qu'ici, la fonction scale ne correspond pas à l'échelle de notre noise texture, mais plutôt à l'échelle de sa fréquence.
Donc, quand on modifie ici, on modifie la fréquence de notre noise texture, mais pas son amplitude. Ce qui fait que notre motif change de cette façon, alors que nous, on voudrait plutôt qu'il change de cette façon pour que la bordure de notre groupe de particules soit moins visible. Et pour faire ça, il faut qu'on amplifie l'échelle du noise texture en lui-même. Donc, on va devoir ajouter une node vector mass qui va nous permettre d'intervenir en 3 dimensions sur le nuage de particules et on va le régler sur scale puisqu'on souhaite intervenir sur l'échelle globale de notre noise texture. Et maintenant, quand on vient augmenter la valeur ici, on voit bien que nos modifications s'opèrent dans les 3 dimensions et si on reprend notre vue du dessus, on peut voir que la bordure du nuage de particules n'est plus du tout visible. Étape 7, relocalisation du nuage de particules. Ok, maintenant on a encore un nouveau problème parce que notre nuage de particules s'est fait la malle. La grande question étant de savoir, mais pourquoi? Si on reprend notre noise texture, il faut bien se rendre compte qu'il existe dans les 3 dimensions dans une plage de valeurs comprise entre 0 et 1, avec une origine en 0. Ce qui signifie que Blender va toujours s'arranger pour que le centre de notre nuage de points se trouve exactement entre 0 et 1 dans toutes les dimensions, c'est-à-dire à une valeur de 0,5 en X, en Y et en Z. Et ce qui se passe quand on vient modifier l'échelle de notre noise texture avec le vector mass, c'est qu'on vient augmenter l'échelle de cette plage. Donc, au lieu d'être comprise entre 0 et 1, les valeurs de notre noise texture peuvent être comprises entre 0 et 2 par exemple. Ce qui fait que le centre de notre nuage de particules ne se trouve plus en 0,5, mais en 1, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'à mesure qu'on va jouer avec la valeur du scale, notre nuage va se promener puisqu'il cherchera toujours à placer son centre à distance égale de ses valeurs minimum et maximum. En bref, c'est la misère. Mais du coup, comment on fait pour résoudre ce problème? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est tout simple. C'est que le centre de notre nuage reste fixé à l'origine, c'est-à-dire en 0. Et pour faire ça, dans les anciennes versions de Blender, il fallait ajouter une autre node vector mass pour régler le problème, mais c'est plus le cas dans Blender 4.0. Maintenant, il suffit tout simplement de décocher la case Normalize. Et grâce à ça, le noise texture n'est plus actif dans une plage de données allant de 0 à 1, mais il est désormais actif dans une plage de données allant de -1 à 1. Ce qui fait que le centre de notre nuage restera automatiquement centré en son point d'origine. Et maintenant, quand vous modifiez l'échelle, votre nuage ne cherche plus à fuir et il reste gentiment à sa place. Étape 8, randomisation. Bon, maintenant qu'on a un beau nuage bien désordonné, il y a encore une étape à faire avant de pouvoir l'animer. Parce que ce qui serait pas mal pour donner un aspect encore plus organique à notre nuage, ce serait que les particules aient des tailles différentes, qu'on en ait des plus petites, des plus grandes, et pour ça, on va venir demander à Blender de donner une échelle différente à chacune de nos particules. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, on va aller dans Instance chercher la node qui s'appelle Scale Instance, et qui va nous permettre justement d'intervenir sur l'échelle de nos particules, et on va la placer après la node Set Position. Et les plus malins d'entre vous me diront, mais sur la node Instance Endpoint, il y a déjà une connexion qui s'appelle Scale. Et quand on la change, ça change l'échelle des instances. Alors, pourquoi on doit rajouter une nouvelle node? Justement, c'est ça qui est beau. C'est qu'on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien jouer avec cette valeur-là et ça fait le job aussi. C'est juste qu'avoir une node supplémentaire, en fait, ça va nous permettre de conserver la possibilité de régler l'échelle globale de nos particules depuis cet endroit-là. Et dans le doute, moi, je préfère garder ces options en cas de besoin dans le futur. Et c'est pour ça que j'utilise la node Scale Instance. Donc sur notre nouvelle node Scale Instance, on voit que si on vient bouger l'échelle de nos particules, ça change la taille de nos particules. Mais vous l'aurez compris, nous ce qu'on veut c'est s'en servir pour changer la taille de chacune de nos particules indépendamment les unes des autres. Et pour ça, on va aller dans le menu Utilities, chercher la node Random Value qu'on va lier à la valeur Scale de notre nouvelle node. Et maintenant, si on se remet en vue du dessus, on voit bien que nos particules ont toute une échelle différente qui varie pour chacune entre les valeurs 0 et 1. Et ces données-là, on peut les voir dans le tableau. Et bien sûr, après, on va pouvoir faire varier la plage de données selon ce qu'on veut comme échelle pour nos particules. Et je sais qu'il y en a 3 au fond qui se demandent pourquoi on utilise un random value plutôt que le noise texture pour faire ça. Et la réponse est simple. Le noise texture agit sur l'intégralité de notre volume. Et si on s'en sert dans ce contexte, tout ce que ça va faire, c'est que si on anime nos particules, elles vont se déformer de façon bizarre à mesure qu'elles se déplacent. Et nous, forcément, c'est pas ce qu'on veut. Alors que le random value, lui, il agit indépendamment sur chaque particule. Et ça, je le sais parce que c'est marqué ID ici. Et que quand on va dans le tableau, on peut voir qu'un ID correspond à une particule de notre système. Étape 9, animation des particules.
On va enfin pouvoir animer notre beau nuage de particules. Et pour faire ça, on va devoir amener dans notre groupe de GeoNode une notion de temps, puisque c'est une condition essentielle à l'animation. Et pour amener cette notion de temps, on va aller dans Input, puisqu'on veut ajouter une nouvelle donnée d'entrée, et on va choisir SendTime. Cette node va en fait nous permettre de lier la timeline à nos GeoNodes, ce qui fait que nos particules vont se déplacer dans l'espace à mesure que le temps passe. Ok, mais maintenant, on en fait quoi de cette node? Comment on fait pour qu'elle agisse sur la position de nos particules? Vous vous souvenez de notre node setPosition, celle qui permet de déterminer la position de nos particules dans l'espace? On lui avait ajouté un noise texture pour apporter un côté plus organique à notre nuage de points, et c'est sur ce noise texture qu'il va nous falloir agir si on veut faire bouger nos particules. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Blender de faire bouger le noise texture, et comme c'est lui qui détermine l'emplacement de nos particules, nos particules elles vont bouger avec lui. Vous saisissez? Sauf que, si on regarde notre noise texture, on sait pas vraiment où brancher notre SendTime parce que, toutes les valeurs qu'on a ici, elles nous plaisent bien en fait et on aimerait bien les garder. Mais, attendez. Regardez ici. Notre noise texture est actuellement paramétré pour fonctionner en 3D, soit en X, Y et Z. Et si on veut rajouter une notion de temps à ça, il faut, dans le mille, ajouter une 4e dimension. On passe donc notre noise texture en 4D et maintenant on a la valeur W qui s'affiche et qui correspond à notre dimension temps et on va pouvoir venir brancher notre SendTime dessus. Alors, on a deux paramètres, soit frame, soit seconde. L'entrée frame fonctionne au nombre d'images par seconde, alors que l'entrée seconde fonctionne, comme son nom l'indique, au nombre de secondes. Moi, je vais choisir de fonctionner avec les secondes, et je branche donc cette entrée sur le W de mon noise texture, et maintenant, si j'appuie sur play, on peut voir que mes particules sont animées. Bon, j'avoue que là, c'est un peu chaotique, ça va beaucoup trop vite, et on se croirait dans un nid de moustique en plein été. Donc, il faut qu'on ralentisse tout ça. Et pour ça, on va aller chercher une node mask qu'on va placer entre le SendTime et le noise texture. On la passe en multiply, et on règle sa valeur sur quelque chose de ridiculement petit parce qu'en fait, on veut multiplier notre valeur initiale par ce nombre ridiculement petit car c'est comme ça qu'on va ralentir le mouvement de nos particules. Et voilà, maintenant notre beau nuage de particules bouge tout doucement et il est presque prêt à l'emploi. Il ne nous reste plus qu'une seule étape. Étape 10, texture et lumière. Notre nuage de particules est presque prêt, mais bon, pour l'instant il est un peu moche donc on va venir faire briller tout ça. On va sélectionner notre nuage de points et on va venir lui créer un nouveau matériau. Et pour avoir ce côté lumineux, brillant, glowing in the night, on va venir dans émission et on va choisir une couleur. Moi, je vais prendre du rose, mais vous faites comme vous voulez. Et on va booster le strength, par exemple jusqu'à 100. Et bien sûr, on renomme ce matériel particule ou chaussette ou n'importe quoi selon ce qu'on a décidé au départ, tant qu'on reste suffisamment cohérent pour être capable de s'y retrouver. Et maintenant, quand vous regardez dans le viewport, vous avez l'impression que je me suis moqué de vous parce qu'il s'est rien passé. Mais comme beaucoup de choses dans Blender, c'est normal. Si on veut voir notre couleur, on doit venir lier notre matériau à la GeoNode. Pour ça, on va ajouter une dernière node qui s'appelle setMaterial et qui va nous permettre d'ajouter notre matériau dans le système de GeoNode et on vient ensuite sélectionner notre matériau dans la liste et... non, toujours pas, on voit rien. C'est parce qu'il faut changer le mode d'affichage du viewport et le passer en viewport shading juste ici. Et on commence à voir qu'il se passe quelque chose, mais pour avoir de vraies bonnes particules lumineuses qui brillent dans le noir comme vous pouvez le voir dans mes rendus, il faut régler les options de render de Eevee. Et là, on va venir cocher l'option Bloom qui va nous permettre d'avoir ce super halo coloré lumineux tout autour de nos particules. Par contre, si vous cherchez cette option dans Cycles, elle n'existe pas. Vous ne pourrez obtenir cet effet qu'en passant par le compositing sur cette dernière étape. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien d'une vidéo à ce sujet dans la description. Et voilà, maintenant que vous avez découvert les GeoNodes, vous allez pouvoir faire comme moi et blinder vos rendus de particules lumineuses.